Cette année, j'ai fait une deuxième grande rencontre. Alors, la vraie histoire, je vais raconter l'histoire. Donc, c'est une histoire de bouteille à la mer lancée sur notre boîte contact @ff10. Elle s'appelle Hortense. Elle dit voilà, blablabla, je suis mariée à un skipper, magnifique, et les 10 on connaît à la maison, et on aimerait quand même maintenant en parler et utiliser finalement mon mari, ici présent, enfin c'est pas le mien, mais voilà, le mari d'Hortense, et pour en parler et pour dire voilà, ça existe et il faut faire quelque chose. Et donc on a dit ben oui, pourquoi pas. Alors ce que j'ai répondu, j'ai dit ben j'ai mal à la mer, je suis jamais montée sur un bateau, mais c'est pas grave. C'est les voiles, c'est quelque chose de, comment dirais-je, qui se voit au loin, c'est l'eau, et puis qui n'a pas vu un voilier, même en vacances, quoi. Et donc, ben banco, on est ensemble, on va commencer un début d'histoire, on va dire, donc avec toute son équipe. Et j'aimerais lui passer de suite la parole. Quoi? Ah bon, ça va pas du tout, viens. Oui, c'est mieux. Je voudrais lui passer la parole pour qu'il témoigne et pour qu'il dise ce qu'il a à nous dire. Et encore mille merci Clément d'être ici, d'être venu de très loin. Et ben, merci pour toute la journée. Merci pour cette introduction, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas comment, j'ai pas préparé de petits papiers. Je vais essayer d'y aller brièvement. Mettre du temps, n'hésitez pas à me couper. Alors, je vais quand même vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, je m'appelle Clément Giraud. Je suis marin de course au large. Ça veut dire que ma vie, c'est cette machine qu'on appelle le bateau et cet environnement qu'on appelle la mer. C'est mon terrain de jeu, c'est notre terrain de jeu. J'ai eu la chance de grandir aux Antilles, dans une super famille, avec beaucoup d'amour, avec aussi des frères et sœurs. Moi, je suis le quatrième d'une fratrie, avec des frères qui turbinaient au-dessus de moi, et puis un petit quatrième qui turbinait un peu moins, à qui on n'a pas arrêté de dire quand il était petit, donc il y a une trentaine d'années, puisque j'ai 40 ans. Donc, on n'avait pas encore Internet à cette époque-là, à qui on n'arrêtait pas de dire mais non, t'es pas bête, quoi. T'arrives pas à lire, mais c'est pas grave, on va y arriver, t'es pas bête. Et heureusement qu'il y avait de l'amour, heureusement qu'il y avait du soutien, et heureusement qu'il y avait ces professeurs, même au fin fond de la Guadeloupe, qui arrivaient à prendre un petit groupe de 3-4 qui n'arrivaient pas à lire, qui nous mettaient de côté. On appelait ça une ortho, je crois, à l'époque déjà, qui nous mettait de côté et puis qui essayait de nous faire comprendre qu'on était quand même dans un groupe, quand même intégré, et puis pas plus de difficultés que les autres. Et puis le temps a passé, les lectures étant compliquées, les rapports aux enseignants et à la façon dont on nous enseignait, excusez-moi, je suis un peu moins virulent qu'il y a quelques années là-dessus, sur ce sujet. Je reconnais un peu plus votre valeur aujourd'hui qu'hier. Mais donc ça a été très compliqué, parcours éducatif très chaotique, enfin chaotique non, mais assez compliqué. Et puis un peu une certaine, comment dire, une certaine colère vis-à-vis de gens qui essaient de me faire entrer des choses dans la tête, essayer de me faire entrer dans une case. Ça marchait très bien pour mes frères, moi ça marchait pas du tout. Et nécessairement, un peu obligé de tricher, quoi. Tricher pour trouver des moyens, déjà dans cette phraserie, de pousser un peu tout le monde pour dire moi j'existe aussi. Je suis le plus petit, mais j'existe aussi. Donc, on fait les choses un peu différemment. On prend des horizons différents, on voit les choses différemment. Et puis, avec vis-à-vis des professeurs aussi, des fois, qui comprennent exactement ce que tu es. Très souvent, ne comprenaient pas du tout ce que tu étais. Donc, mis dans la mauvaise case. Et puis, à un moment, tu te poses des questions sur ce que tu es et ce que tu dois faire. Et j'ai eu de la chance dans ma vie de rencontrer des gens dont un très bon ami qui m'a fait découvrir ce milieu, le milieu de la voile. Donc je passais énormément de temps sur l'eau, je séchais les cours pour aller surfer ou pour aller faire du bateau, ou pour réparer des bateaux, déjà à 13-14 ans. Ils le savent, hein. C'est bon, je peux le dire maintenant. Mes parents le savent. Mes parents le savent, je tiens à le dire, ils le savent. Ils s'en doutent en tout cas. Non, ça a été clairement dit. Et puis, bon an, mal an, il y a un jour, il a fallu prendre une grande décision. C'était en terminale pour moi. Heureusement que je connaissais très bien, parce que je faisais pas mal de sport, le proviseur du lycée, parce que j'ai été jusqu'en seconde, en première.
qui me dit, je déménageais d'une île à l'autre, et il me dit, bah, là, Clémence, elle fait plus du tout, là, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, mais maman, on me prend pour un con, on me parle pas normalement, j'ai même pas passé la porte de la classe qu'on me met derrière. Lui, il voit la Guadeloupe, prof d'espagnol qui voit la Guadeloupe comme Cuba il y a 30 ans. Enfin, c'est que des trucs, il y a un moment, il faut qu'on se pose des vraies questions, quoi. Il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah voilà, ma petite maman, elle m'a demandé de faire quelque chose de ma vie. Et puis, il y avait deux options, en fait. Soit je devenais, je sortais du lycée pour être professeur de voile, qui était mon dada, soit je voulais faire l'humanitaire. Donc, en tout cas, il y avait cette volonté de transmission et de faire passer, ou en tout cas d'obtenir des choses que je n'avais pas pu obtenir par le système normal, entre guillemets. Et du jour au lendemain, j'ai réussi à rentrer en concours d'entrée pour ceux qui savent, sur le tronc commun du brevet d'État. Donc, tronc commun, c'est une partie commune à tous les sports. On fait de la bioméca, on fait du juridique, on fait vraiment toutes les disciplines qui attraient le sport et la façon dont on doit entraîner, on doit s'occuper d'un centre de sport. Et là, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient 50 ans, qui avaient 30 ans, 20 ans. Et là, du jour au lendemain, on a arrêté de me parler comme un gamin, quoi. Moi, juste parlé comme quelqu'un de normal, qui avait une culture, qui avait ses façons d'apprendre. En plus, quand tu dois faire rentrer un message et des cours à quelqu'un qui a 50 ans, qui a quitté l'école il y a des années, ben, on n'emploie pas les mêmes techniques, quoi. Et donc, on est beaucoup plus tolérant. Beaucoup plus tolérant par rapport à la personne, son vécu, ses expériences. Et du jour au lendemain, me sont venues des techniques que je n'avais jamais arborées avant, j'avais jamais testé. On en a parlé tout à l'heure, qui étaient les techniques de graphes, de faire entrer des schémas en les reproduisant, en rentrant, parce que les objectifs étaient là. On en a parlé sur la première conférence, il y avait des objectifs. Je devenais acteur et je devenais un élève. Voilà. Et là, j'ai compris ce jour-là que, ben, en fait, il allait falloir que je donne de ma personne aussi, que c'était pas que les gens qui m'enseignaient, mais c'était aussi à moi d'aller chercher ce que je voulais obtenir. Et j'en savais rien du tout ce que je voulais obtenir, si ce n'est un diplôme pour exister dans cette société. Je suis arrivé en France et puis j'habitais dans une caravane. Je reprends la caravane pour intégrer le monde de la voile. Donc pareil, plus de parents, plus rien. Enfin, une vie un peu compliquée, mais avec toujours beaucoup de bienveillance pour me former. Je me suis formé au bateau et puis un beau jour, j'ai eu mon brevet d'État et j'ai commencé à faire de la course à voile. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et c'est devenu petit à petit mon métier, préparer les bateaux de course et naviguer dans des équipes. Et puis un beau jour, on a commencé à me payer pour ça. C'est devenu mon métier. Je ne savais même pas que ça existait à l'origine. Et j'ai eu il y a quelques années, il y a quelques années, on a réuni une petite équipe parce qu'on avait un grand projet. J'avais déjà fait une traversée de l'Atlantique en solitaire sur un tout petit bateau, la Mini Transat. Et on s'est réunis et on a dit, bah, maintenant, comment on fait l'Everest de la voile? Le plus grand des challenges, c'est le tour du monde en solitaire sur le Vendée Globe. Et on a réussi, avec 1000 péripéties, à réunir un bateau, une équipe, des finances, très tardivement, mais des finances, qui a permis de faire ce magnifique tour du monde. Je finis 21e sur 34 ou 33, ce qui est déjà une super... d'être au départ d'un événement comme ça, c'est déjà magnifique, parce qu'être sur le départ, c'est déjà un challenge en soi. Et là, sont rentrées plusieurs notions. Rentrées les notions de travail d'équipe, des notions de RH, puisqu'il y a un moment, on te met en haut d'une pile. Tu as beau faire que ça soit transversal, mais mine de rien, c'est pyramidal, puisque c'est ta gueule qu'on montre, pas les autres, alors que les autres travaillent 3 fois plus que toi, presque. Donc, retrouver toute cette cohérence avec l'équipe, être capable de parler, avoir les codes pour parler à des gens qui vont potentiellement mettre de l'argent sur la table, leur expliquer où va aller leur argent et comment on va pouvoir mettre en avant tout ça. Donc, découverte d'un monde entrepreneurial à 38 ans ou à 37 ans, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et heureusement, encore une fois, une équipe bienveillante autour de moi et qui a pu m'aider sur mes carences. Il n'y a pas un mail qui part sans qu'il soit vérifié au niveau de l'orthographe, ou pour pas passer pour un dyslexique. En tout cas, pour quelqu'un qui ne sait pas faire, pour montrer que je suis quelqu'un de sérieux quand même. Et à côté de ça, c'est les choses qui sont reconnues. Alors, c'est très compliqué dans notre vie quotidienne de continuer à tricher, parce qu'on est obligé de continuer à le faire. On le fait tous, hein, dyslexique ou pas dyslexique. On triche à tout. Quand je dis tricher, c'est presque un gros mot, mais on cherche tous les manières de contourner les handicaps sur lesquels
avec lesquels on avance, en tout cas sur les difficultés sur lesquelles on trébuche. Mais on y arrive parce qu'il y a encore une fois l'équipe et les gens et de la bienveillance. Donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, père de 2 enfants, un Aimé, une Capucine et un Aimé qui a maintenant 16 ans, 15 ans. Putain, je le grandis tous les jours. 15 ans, c'est déjà pas mal. Et puis on est passé aussi par toute l'étape. Moi, j'ai pas fait grand-chose, j'étais sur l'eau. Mais c'est plutôt Hortense qui a assumé toutes les difficultés de tout le parcours du dyslexique dans toute sa splendeur. Hein. Mais oui, tu es une Ferrari t'es un moteur de Ferrari dans une carrosserie de 2 chevaux. Mais non, t'es pas bête. Mais non, on va trouver les solutions. Mais comment on traduit les textes alors on va et la lecture qui vient pas, alors tu sens que le gamin, il va bien, quoi. Enfin, c'est des machines de guerre et pourtant ça colle pas. Et avec les difficultés sociales dont on parlait encore tout à l'heure, l'intégration, la façon dont il se sent dans le groupe, toujours avec une patte cassée, alors que il l'a pas, visiblement pas, et toute cette difficulté. Donc à travers tout, ça m'a beaucoup touché, comme dans ma vie, et de le reproduire bizarrement par mon enfant, par mon fils. Il y a un moment dans mes projets voiles qu'on a toujours voulu très participatif et de manière à partager. On a monté, quand on a monté le premier projet, on a fait naviguer énormément de gens. On a fait naviguer des enfants malades. On a fait des interventions dans des écoles, avec beaucoup d'écoles, pour montrer que, et en général, j'explique mon parcours comme je viens de le faire là, pour montrer que on peut partir de rien, entre guillemets, sans même avoir d'attache particulière sur quelque chose, mais juste parce que la vie, des fois, nous emmène à des endroits et qui, même avec les difficultés, sont atteignables. Même les sommets, enfin, qui peut paraître être un sommet, qui est faire le tour du monde. Et donc, ne jamais rien lâcher. Et puis, le Vendée Globe est passé, et puis après, on se demande ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a dans la vie, qu'est-ce qu'on va faire après. Et puis avec l'équipe, alors on y retourne, comment on y retourne, on ne trouve pas les financements, c'est compliqué. Et puis un jour, on s'est dit quand même, de toutes les manières, il faut qu'on continue à faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, c'est-à-dire partager et porter des causes, parce que rien de plus beau que sur un bateau d'avoir des voiles qui sont aux couleurs d'une cause, et rien de plus beau sur un bateau d'emmener des enfants ou des gens, je dis des enfants parce que c'est vraiment un public qu'on a énormément touché, mais emmener des gens qui sont dans certaines difficultés pour leur montrer que ne serait-ce qu'on peut avoir une parenthèse dans sa vie, qui est une journée sur un magnifique bateau, et de vivre comme un sport, comme dans une voiture de rallye, expliquer tout le monde. Savoir que la mer, on dort, le bateau s'arrête jamais quand on est en course, on dort quand on peut, on se nourrit quand on doit ou quand on peut, on ne doit pas être déshydraté, on doit rester lucide. Toutes ces difficultés de vie qu'on a à terre, et c'est en séquence saccadée sur un bateau. Et c'est toutes ces notions de vie difficile dans lesquelles on se met de notre propre chef, de notre propre gré, quand on va faire des courses. Et souvent, le public le sent. Alors si en plus on porte une cause qui elle-même a ses difficultés et sur lesquelles on peut échanger sur une thématique qui a elle-même les siennes, je trouve ça complètement cohérent. Je ne sais pas si ça l'est. Oui, c'est bon. En tout cas, la manière dont j'ai expliqué. Donc voilà. Donc, partie de ce principe-là, on a appelé Nathalie et on a dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Donc, elle m'a dit, oui, nous, on cherche des ambassadeurs parce que personne veut. C'est fou, ça. Non, mais c'est un sujet, ça aussi. Hein. Ils sont tous en train de dire je suis 10, je suis machin, on les appelle. Non. On le dit personnellement sur les réseaux sociaux, mais de là à dire tiens, on va être parrain, marraine d'une association membre de la FF10 ou de la FF10, niet. C'est-à-dire que personne ose se lancer. S'il y a des gens célèbres dans la salle, venez, il n'y a pas de souci. On a pris un ambassadeur, on est prêt à en prendre un parrain, une marraine, peut-être pour notre projet. Donc l'objectif qu'on aimerait atteindre pour l'année prochaine, c'est d'avoir un bateau qui soit aux couleurs de la cause, qui permette d'inscrire en grand un nom, qui permette à tous les acteurs et les petites fourmis que l'on est dans cette usine des 10, de pouvoir être mis un petit peu en lumière, que ça soit mis en lumière d'un côté, ça veut dire aussi derrière de pouvoir trouver des financements pour alimenter des outils qui vont être développés, pour alimenter des axes de recherche qu'on doit continuer et qui sont formidables et qui fait la culture, notre culture en tout cas.
Donc voilà, donc les objectifs, et j'espère qu'on les atteindra, on va tout faire pour, c'est d'avoir un bateau pour des prochaines courses où on puisse emmener et faire naviguer et puis faire connaître un petit peu plus aux étapes cette cause, cette affaire, comme on dit, pour pouvoir sortir un peu des gens qui se sentent un peu esseulés dans certains coins et à qui on peut dire, bah, en fait, inclusion.